Elle est née à Montréal, mais a passé la majorité de ses étés d'enfance à Petite-Rivière-Saint-François, d'où sa mère était native. Vétérinaire pendant 10 ans, c'est par sa carrière à la télévision qu'on la connaît tous. Animatrice de talent, auteure de films et de certains des téléromans les plus populaires du Québec, ses œuvres ont gagné de nombreux prix. Elle a choisi dernièrement de revenir aux sources et de venir s'installer à temps plein dans notre belle région. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la chance de rencontrer à TVCO Mme Sylvie Lucier. Bonjour, Mme Lucier. Bonjour, Pascal. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci de la belle invitation, ça me fait plaisir. C'est vraiment un honneur d'avoir une dame comme vous ici qui a touché à tant de choses. Comme vous savez, l'émission, on fait un survol de la vie en général. Et justement, dans mon intro, j'ai dit que vous étiez vétérinaire, mais que vous étiez encore tout plein d'autres choses. J'aimerais savoir de quel milieu vous venez. D'où ça vient tout ça? Le milieu familial? Oui. Je viens d'une famille, québécoise typique, je dirais une famille de la classe moyenne. J'ai 2 sœurs plus jeunes que moi. Comme vous l'avez dit, je suis née à Montréal. On vivait dans des quartiers populaires, Hochelaga-Maisonneuve au départ, puis ensuite Rosemont. Mais pour ma mère, qui venait de Petite-Rivière, c'était essentiel de venir passer les étés ici, là, parce que sinon, ma mère était très mélodramatique. C'est pas pour rien que j'écris des téléromans. Elle mourrait! Ça venait pas. C'était aussi simple que ça. Fait qu'il fallait absolument qu'on revienne. On adorait ça. Vous aviez un chalet dans la région ou vous alliez Maman, chez vos grands-parents? on allait dans de la famille qui prêtait un chalet pendant de nombreuses années. Après ça, on louait d'autres chalets à des amis de la famille aussi, là. Mais il y avait toujours un endroit où on pouvait atterrir à Petite-Rivière puis passer des beaux étés ou à tout le moins une partie de l'été. C'était très important pour ça. Puis sinon, c'est difficile à dire. L'intérêt pour les animaux, la nature, ne me vient pas de ma mère, certainement. Elle avait peur de tout, ma pauvre mère. Elle avait peur de tous les animaux, même les vaches. Elle ne traversait pas le champ s'il y avait une vache. Donc, ou c'est peut-être par opposition, par esprit de contradiction, j'en sais rien. Mais moi, si j'avais une chance, c'est sûr que je prenais le bois, là. C'est certain que... Donc, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas d'animaux à la maison? On a fini par avoir un chien, puis après ça, un chat. Mais le chat, il a vraiment fallu que je fasse une crise conséquente là, pour qu'on ait un chat. Fait qu'on l'a eu seulement, tu sais, quand tu as l'âge de faire des vraies crises qui comptent, là, fait que vers 12-13 ans, je vous dirais. Là. Oh! Crise d'adolescence! Oui, c'est ça. Ma crise d'adolescence, moi, ça a été d'avoir des animaux. Mais non, sinon, non, maman avait pas du tout d'attirance. Fait que c'est assez étonnant. Mais puis moi, vos frères, vos sœurs, je veux dire, vous avez 2 sœurs. Mes sœurs aiment beaucoup les animaux. Oui. Mes sœurs ont des chats. Toutes les deux ont toujours aimé. Je les ai entraînées de mon bord, finalement. J'ai réussi à les convaincre. Puis votre côté, là, rigolote, là, parce que c'est ça, moi, je vous ai connu avec Bête pas bête plus, ou les sketchs, et vous aviez absolument pas peur du ridicule. Ça, est-ce que vous prenez ça de vos parents? Est-ce que chez vous, c'était drôle? Mon père avait un bon sens de l'humour, toute sa famille aussi, du côté de la famille Lucier. Maman avait de l'autodérision. Ça la dérangeait pas du tout, justement, de ne pas avoir peur du ridicule. Là, maman, ça, faire rire d'elle, puis être le sujet de moquerie, puis ça en remettait par-dessus. Ma grand-mère, Lucie aussi, était très drôle, vraiment. Ma grand-mère était chauve, c'est rare chez les femmes. Ma grand-mère Lucie avait perdu ses cheveux, elle avait une perruque absolument pas saillante, puis elle avait toujours rendu tout croche, puis en tout cas, ça avait l'air d'une moufette morte. Fait qu'elle nous la prêtait quand on faisait de l'impro, quand on était jeunes, elle non plus, pas de problème, puis avec l'autodérision. Fait que je pense que ça vient de là, l'humour, pour dédramatiser toutes les situations. Les 2 côtés de la famille, en fait. Puis là, vous venez de parler d'impro, donc ça a commencé de bonne heure, là, déjà enfant? Quand moi, j'étais jeune, il y avait la Ligue d'impro, puis c'était dans les parties de famille. Tu sais, tu pigeais, puis on recréait des matchs d'impro. On aimait beaucoup ça, jouer à ça. Toujours avec la fameuse perruque de la grand-mère Cécile qui servait à toutes les sauces. Est-ce que vous étiez bonne, ou vos sœurs, ou... Écoute, je sais pas. Je sais qu'on avait beaucoup de plaisir, en tout cas, ça, c'est certain. On riait vraiment beaucoup. Puis le côté que vous ayez fait de hautes études, là, est-ce que c'était de quoi qui était très important pour vos parents? La valorisation de la lecture, de l'école, tout ça, oui. Mais comme je dis, mes parents n'avaient pas fait de hautes études, ni un ni l'autre. Moi, ça a toujours été clair que je voulais faire des études dans ma tête.
Ma mère aurait beaucoup aimé que je fasse médecine. Moi, c'est la médecine vétérinaire qui m'attirait. Alors, pour moi, il n'était pas question de ne pas en faire. Je ne peux pas dire ça autrement. Je n'ai pas été poussée. J'ai été encouragée, mais c'était sûr que j'irais à l'université. Ça a toujours été certain. Bien, clairement, vous deviez être une première de classe. Oui, je faisais pas mal. J'avais de la facilité. J'avais une bonne mémoire, une mémoire photographique. J'ai commencé à lire très jeune. Toujours beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était aussi culturel, puis la science aussi. Fait que j'ai pas eu de misère. Honnêtement, ça n'a pas été un parcours difficile. Donc, les professeurs diraient que vous étiez un enfant modèle ou un peu malcommode? Ben non, je n'étais pas tannante jeune. Je me suis repris plus tard. J'étais assez timide, je vous dirais, jusqu'à 15-16 ans. Puis après ça, ben là... Oui, c'est là que vous avez pris du pic, comme on dit. J'ai pris du pic un peu. J'ai toujours été disciplinée en classe. J'ai fait quelques mauvais coups, mais rien de très grave. Là. Mais j'ai toujours été assez assidue à mes études, je vous dirais. Okay. Mais faire le party, ça ne me faisait pas peur non plus. Comme j'avais une bonne mémoire, je ne pouvais pas trop étudier. Fait que je faisais une bonne... J'étais tranquille à l'école, mais... Je faisais le party d'aplomb. Oui. Est-ce que vos sœurs aussi ont eu accès là, aux études? Mais oui, ma sœur Isabelle était à l'université aussi en enseignement spécialisé. Anne-Marie a choisi, non, ça ne l'intéressait pas, mais elle a fait une belle carrière en assurance, travaillé toute sa vie. Donc, oui, les trois, on a beaucoup d'intérêt, je vous dirais, les trois. Est-ce que vous êtes encore proches? Oui, ma sœur Isabelle habite aussi à Petite-Rivière. Elle a l'auberge, la Courtepointe. Isabelle, c'est elle qui administre ça. Anne-Marie, elle est encore à Laval. OK. Est-ce que vous avez encore vos parents? Non, mes 2 parents sont décédés. Non. Et là, après ça, là, vous avez fait votre secondaire, cégep, on rentre à l'université à Montréal. En fait, la faculté de médecine vétérinaire est à Saint-Hyacinthe. Okay. C'est une faculté de l'Université de Montréal, mais c'est mieux dans un milieu agricole parce que pour les grands animaux, tout ça, c'est plus facile. Donc, j'ai été habitée 5 ans à Saint-Hyacinthe. J'ai fait mon cours plus un an de spécialisation en médecine et chirurgie des petits animaux. Puis ensuite, j'ai jonglé avec l'idée de faire même une résidence, de me spécialiser plus, mais en même temps, j'avais envie de pratiquer. Puis, fait que j'ai pratiqué 10 ans dans la région de Montréal, dans les petits animaux. Vous aviez ouvert votre propre clinique? Non, au départ, je travaillais pour quelqu'un d'autre. Puis ensuite, j'ai été associée dans une clinique de référence sur la Rive-Sud. Puis après ça, est arrivé Bête pas bête. Fait que ça a tout chamboulé le plan de carrière. J'ai 189, donc j'ai 32 ans quand c'est arrivé. Et puis, j'avais déjà écrit pour de la vulgarisation scientifique pour l'Ordre des médecins vétérinaires. J'avais fait quelques émissions de radio sur des conseils pour les animaux. Oui. Et puis, l'Ordre... en fait, au départ, Radio-Canada cherchait 2 vétérinaires ou un vétérinaire, un technicien pour animer l'émission. C'était un concept qui était de la BBC en Angleterre, où c'était 3 vétérinaires qui animaient. Alors, ils ont envoyé des offres d'emploi, mais moi, j'ai vu passer ça, c'était intéressant, mais je venais juste de m'associer avec des amis dans ma clinique de rêve. Fait que j'ai pas passé l'audition. Vous n'avez pas postulé pour ça? Non, j'ai pas postulé. Et ils ont engagé Pierre, que je connaissais pas à l'époque, et une autre vétérinaire. Puis après 3 ou 4 épisodes, ça a été évident que ça allait pas avec l'autre vétérinaire, il n'était pas à l'aise à l'écran et tout ça. Et là, Radio-Canada a consulté l'Ordre des vétérinaires pour avoir des noms de femmes vétérinaires pour faire la paire avec Pierre, parce qu'ils voulaient garder Pierre, qui lui était excellent, crevait l'écran. C'est vrai. Donc, là, mon nom est sorti, puis là, ils m'ont appelé chez moi. Et là, quand tu t'appelles à la maison... Radio-Canada vous appelle chez vous. Ça vous tenterait-tu d'essayer? Fait que j'ai dit non. J'ai dit non. Là, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis trouvée vraiment innocente. Fait que là, le lendemain, j'ai rappelé. « Je peux-tu dire oui? Je peux-tu y aller, passer l'audition? » C'est bien fou! Fait que j'ai passé une entrevue, puis ensuite une audition. Puis après l'audition, il y avait gardé 2 femmes vétérinaires, moi une autre, et ils nous ont fait chacune enregistrer une émission complète avec Pierre. Puis après ça, ils ont décidé que c'était moi. Oui, ils ont vu la connivence déjà qui Déjà, créait, la complicité. Hein? Puis là, à la première réunion, je leur ai dit, je vous remercie beaucoup, mais je viens de tomber enceinte. Fait que si vous ne voulez pas me garder, je vais comprendre. Mais ils m'ont gardé pareil. Fait que là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Parce que, personnellement, votre vie, c'est avec Pierre que vous la passez aujourd'hui. Maintenant, oui, mais à l'époque, j'étais mariée avec le père de mes 3 enfants. OK, vous êtes mariée à quel âge? Je me suis mariée à quel âge? Bonne question. Je me suis mariée en 87, donc j'avais 30 ans. Oui, j'avais 30 ans.
OK. J'avais déjà Alexandre quand on s'est mariés. Donc là, vous avez 31 ans, un an plus. 32. 32. J'avais 2 ans. En fait, Alex avait 3 ans. Fait que c'est ça, 32, 33. OK. Donc, vous êtes mariés à 30 ans. Oui. Une grande histoire d'amour. Oui, c'est sûr, on se marie parce qu'on s'aime, c'est certain. Ben oui. C'était le coach de football de ma sœur, de ma petite sœur, elle jouait au football, puis ma mère avait dit « Va voir jouer, tu vas voir, son coach est cute. » Le coach était cute. Ah. Il était charmant aussi, il était beaucoup plus jeune que moi, Gérald a 7 ans de moins que moi. Ah, ouais. Mais ça a cliqué tout de suite, c'est quelqu'un de pas compliqué, tout est toujours correct, de bonne humeur. Ça a été une belle relation. On est encore amis, là. Il va venir passer le temps des fêtes à Petite-Rivière. Et là, vous disiez que vous aviez eu 3 enfants. On a eu 3 enfants avec ensemble, lui. Gérald et moi, oui. Ouais. Des garçons, des filles? 2 garçons, une fille. Le plus vieux, un garçon, une fille, puis un autre garçon. OK. Fait que, voilà. Puis, est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ce beau coach-là? Ben, l'usure, je vous dirais, puis manque de points communs. On s'en rend compte après quelques années, puis c'est ça. Puis au lieu de se déchirer, on a décidé que c'était mieux de se laisser, mais on avait pris la décision qu'on essaierait de rester une famille, puis on a toujours réussi. Ça a marché. Oui. Ça, c'est mes 3 enfants. Avec moi, on était à Édimbourg, là. Elles sont beaux, hein, vos enfants? Pas pire, pas pire. Je trouve qu'on a bien fait, Gérald et moi, de se reproduire. Oui. Vous aviez bien choisi. On a bien choisi. J'aime beaucoup voyager, les enfants aussi. Ça, c'était un beau voyage qu'on a fait en Écosse, les 2 garçons et moi. Émilie est venue nous rejoindre parce qu'à l'époque, elle étudiait à Rome. Elle a fait une session à Rome. Oh, wow! Alors, on a fait un voyage de marche dans les Highlands avec les garçons. C'était formidable. Un très beau voyage. Ben, ça, je suis en Italie. Je suis avec ma fille à Vérone. Donc là, vous êtes une grande voyageuse, là, si je comprends bien. bien. Là, plus maintenant avec la pandémie, mais oui, j'ai voyagé beaucoup. J'aime beaucoup les voyages, l'observation de la nature, faire de l'ornitho, de l'observation de poissons aussi, du snorkeling. Ah, ça, c'est mon garçon qui se la joue au Braveheart en Écosse, en kilt. C'est une photo magnifique, là. Ça pourrait faire un film, On a problème. tellement ri. Ça avait été vraiment agréable. Ah, ça. c'est de toute beauté. Donc, quand vous voyagez, là, on va y aller, c'est pour la nature, c'est pour les animaux ou c'est vraiment la culture? Je fais des types de voyages différents, je vous dirais. C'est certain, quand on va en Europe, on fait des villes, c'est plus culturel. Quoique j'ai fait un petit peu d'observation d'oiseaux en Écosse parce qu'on était en nature. Mais sinon, les voyages d'ornitho, ça, c'est en jungle, c'est dans des endroits reculés, parfois difficiles. C'est pas toujours des... Ça, par contre, c'est au Costa Rica. On n'a pas eu de misère au Costa Rica. Il y avait le toucan était dans notre cour en arrière de la villa qu'une amie nous prêtait. Là. C'était formidable. Mais c'est ça, ça dépend. Puis on n'est pas regardant, Pierre et moi. J'aime beaucoup le luxe, les beaux hôtels quand ça va. Mais si c'est pour être dans un endroit reculé où on va voir ça me dérange pas de coucher. Vous n'avez pas peur de l'aventure, là? Non, ça me dérange pas de coucher sur une paillasse. Puis on a dormi dans des endroits... Ma mère n'aurait pas dormi. Attends. C'est ça, disons. Donc, vous, les gros insectes, ça vous fait pas peur? Je déteste les insectes, les araignées particulièrement, mais il faut vivre avec. Là. Non, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'était en Équateur où on était dans un sentier vraiment presque impraticable. Puis le guide m'avait dit, si jamais tu rentres dans une toile d'araignée, recule, avance pas parce qu'elle va te tomber sur la tête puis c'est dangereux. Et ça m'est arrivé. Vous êtes rentrée dedans? Oui, je suis rentrée dans la toile. J'ai reculé, vous auriez dû voir la bête. J'étais contente d'avoir eu le réflexe de reculer. Là. Elle était immense? C'est immense. Ah, fait que les serpents, ça va. Okay. Les lézards, tu sais, ça va. Mais les araignées, les gros insectes, non, je n'ai pas réussi à apprivoiser ça. Même quand on faisait bête pas bête, là, j'avais une clause tarentule. Moi, c'est sûr que je prenais pas une araignée. Là. Puis même s'il me disait, elle est bien fine, parce qu'elle se fait manipuler. Puis, c'est bien beau, mais elle va rester dans son vivarium. Je serais incapable non plus. C'était non. Hé là là! Est-ce qu'il vous est arrivé en voyage des choses d'avoir peur? D'avoir peur. J'ai été chanceuse. On est allé dans des pays, des fois, la Bolivie, entre autres, qui est un pays, en Amérique du Sud. Je me suis fait voler mon passeport. Ça a été la pire mésaventure, je vous dirais, parce que c'est compliqué. Mais peur, en Bolivie, les routes, parfois, on a pris la route de la mort et puis elle s'appelle pas comme ça pour rien. Oui. Là, si les gens veulent aller voir sur YouTube. Falaises, oui, c'est ça. Puis tu vois tous les camions qui ont tombé dans le fond.
On avait on a un très bon conducteur, Dieu merci, mais... Il faut vraiment faire confiance. C'est ça, il faut faire confiance. Sinon, non, des fois, même, je suis pas assez peureuse. Là. Il nous est arrivé en Malaisie, en snorkeling, de suivre un requin. Je le trouvais très beau, jusqu'à ce qu'il se retourne puis qu'il fasse face, puis que tu vois que Jaws, c'est son cousin, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que j'ai vu que des palmes, ça reculait, ça se peut nager le reculon, je peux vous l'assurer. C'est excellent. On va prendre une petite pause tout de Bien suite. sûr. On va aller écouter la chanson que vous avez choisie. D'accord? Puis on en reparle après. Parfait. Cela se passait autrefois sur un écran noir et blanc sale quand je croyais au cinéma. Les samedis de salle paroissiale, cela se faisait en série. Après l'affût d'amour trop longue, c'est Fu Manchu et Gino Tree qui firent que je me ronge les ongles. Ben là, je suis vraiment surprise, Madame Lucie. Pourquoi? Ben, je sais pas. J'avais des attentes de quelque chose de bien romantique, mais... De mon choix de... Ah, mon Dieu, non. Je suis très... Non, ça répète Led Zeppelin aussi, mais Charles Bois, je pense que c'est l'artiste que j'ai vu le plus souvent en spectacle. C'est vraiment une idole. Je suis allée le voir la première fois toute seule à la Place des Arts. Je pense que j'avais 13 ans. C'était dans le 13 ou 14 ans. C'était dans le temps d'ordinaire. Puis son dernier spectacle, je l'ai vu 2 fois. C'est vraiment... Et cette chanson-là, c'est un film, puis je trouve que tu vois l'histoire dans ta tête. Et j'allais, moi, au sous-sol de l'église avec ma petite sœur le dimanche après-midi voir les films. Alors, ça évoque plein de choses, en tout cas. C'est une de mes chansons. J'en ai beaucoup. Ben oui, ça aurait pu être beaucoup d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ça rend tellement de bonne humeur. Là. Et c'est aussi un exploit. Mon chum, Pierre, avait organisé un surprise pour mes 50 ans et il a chanté 6 de mes chansons préférées, dont celle-là. Alors, l'apprendre par cœur au complet, tous les mots, là, c'est un gros effort. Oui, c'est un défi! Oui, c'est un gros défi. Ça avait été une très belle fête. Il avait bien réussi son coup. Wow! Votre Pierre, Mon il a Pierre, de la mémoire autant que vous? Il a une bonne mémoire aussi. Oui. Oui. Ben, il faut pour apprendre tous les textes puis tout ça. Quand on faisait Bête pas bête, là, c'était quand même costaud. Les textes étaient tout écrits. On donnait l'impression de livrer la marchandise comme ça, mais on n'avait pas la science infuse. Il fallait faire les recherches, lire les recherches, écrire les textes. J'avoue que là, je suis déçue. J'ai toujours cru que vous On étiez savait tout. spontanée. Oui, on sait tout. Ben, mes enfants m'appellent Wiki Maman, là, mais... Mais on ne savait pas tout. Nous, on avait de très bonnes recherchistes. On avait 2 recherchistes excellentes sur Bête pas bête. Là, vous venez de toutes briser mes rêves. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Justement, quand vous étiez jeune, là, est-ce que vous aviez ça, des idées de grandeur, des rêves d'être célèbre, des... Bien, Seigneur, je reviens loin. Dans ma tête, quand je me couchais le soir, là, j'écoutais Appelez-moi Lise, ça trahit mon âge, j'ai pas de problème à dire mon âge, qui était un talk show. Et là, je faisais semblant, soit que j'étais l'intervieweuse, ou soit que j'étais l'interviewée. Fait qu'en m'endormant le soir, moi, je jouais à Appelez-moi Lise. Oh! Fait qu'il y a quelque chose, hein? Hey, on est en train de le vivre! Mais j'y croyais pas pour vrai, c'était pas... J'aurais peut-être voulu faire l'école de théâtre aussi, puis je voulais être journaliste, écrire. J'ai toujours aimé écrire, la preuve. Puis là, mon père m'avait dit, non, fais tes sciences, tu vas crever de faim si t'écris. Et je me retrouve à écrire puis à gagner très bien ma vie. Les pères n'ont pas toujours raison. Non, pas toujours, mais souvent. Justement, parlons-en, parce que l'écriture, ça a pris une place immense là, dans votre vie. Oui, en fait, ça occupe pas mal toute la place quand c'est pas des loisirs. On a commencé justement avec Bête pas bête. À votre grande déception, c'était très écrit, Bête pas bête. C'était pas vous qui l'écriviez? Oui, c'est nous qui l'écrivions. Okay, mais on a commencé à écrire là. Puis les sketchs, c'était déjà de la fiction. Hein? C'était déjà des 2 minutes et demie, 3 minutes de fiction, 4 minutes, certains sketchs. Et puis, à Bête pas bête, on a soumis le téléroman, pendant Bête pas bête, le téléroman 4,5. C'était merveilleux. Merci, qui était au départ des demi-heures, qui a été accepté à Radio-Canada, produit à l'interne pendant 7 ans. Puis ensuite de ça... Donc là, vous faisiez les deux en même temps? On faisait les deux en même temps. Ensuite de ça, il y a eu L'Auberge du Chien Noir, Jack Carter en télésérie en même temps, L'Odyssée d'Alice Tremblay, le film. Ça s'est tout chevauché. L'Auberge a duré 15 ans. On a fait c'est fou, 340
80 épisodes, je pense, de l'Auberge. Je pense que ça jouerait encore, que vous auriez encore votre public, là. Ben oui, c'est sûr, mais à un moment donné, il fallait arrêter. Puis Radio-Canada ne produit plus à l'interne de fiction. Okay. Maintenant, tout est produit à l'externe. Puis donc, ça a été la dernière production de fiction à l'interne. Ça a été la fin d'une époque, puis c'est ça. Ça a été un gros crève-cœur quand ça a fini. Là. Comment vous avez fait faire tout ça en même temps? Je sais pas. Je faisais pas le ménage. Vous avez un don d'ubiquité? Vous dormiez plus? J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je vous dirais, mais j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. L'inspiration est quand même là. C'est plus difficile présentement. Écrire 5e rang, c'est la chose la plus difficile qu'on a écrite, à cause du volet policier. Il ne faut pas en oublier quand il faut planter nos indices, il faut que nos choses fonctionnent. Il y a beaucoup de choses techniques avec des intrigues policières. On a un très bon conseiller policier, Dieu merci. Mais c'est ça, 5e rang est difficile et plus long à écrire que les autres projets qu'on a eus. Mais sinon... C'était bizarre, mais Bête pas bête, c'est comme si, quand on faisait Bête pas bête, ça nous reposait de l'écriture de fiction et vice-versa. C'est comme deux parties différentes du cerveau. Je suis capable de compartimenter. Est-ce que ça demande d'avoir beaucoup de planification, vous êtes du genre à vous lever tous les deux, vous mettre à table à l'écriture dès le départ? C'est sûr que ça prend de la rigueur parce que tu peux pas attendre l'inspiration. Là, quand l'Auberge, c'était 26 épisodes de fiction, 26 heures de fiction par an. Tu peux pas, aujourd'hui, l'inspiration, elle va venir si tu t'assois puis tu l'attends. Là. Tu peux pas faire autre chose. Donc oui, on est assez rigoureux. Comment qu'on fait pour écrire à deux? Il y en a un qui s'occupe de certains personnages, l'autre des autres, ou plutôt... Ça, c'est le grand mystère, je vous dirais, puis j'arrive mal à l'expliquer. On est presque en symbiose, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Donc, c'est toujours en commun. On fait avancer les histoires ensemble. Il n'y a pas un qui écrit un personnage, puis l'autre personnage, ou une trame, puis l'autre trame. Oui. C'est vraiment, vraiment ensemble. Des fois, je suis partie dans un dialogue, Pierre va faire de la recherche sur autre chose, là, mais on est toujours côte à côte, on a 2 ordis. C'est lui, c'est notre mariage. Oh. C'est Vincent Gratton qui avait été célébrant. Ça aussi, c'était un beau party. Donc, voilà, c'est une complicité qui était là dès le départ, des intérêts communs. On se comprend sans se parler, puis si, supposons que j'écris un dialogue, Pierre, ça accroche. Oui, donc lui va vous relire quand vous écrivez. À mesure, c'est ça. On se fait comme de la script édition au fur et à mesure, ce qui accélère le processus aussi. Okay. On a aussi une script éditrice sur 5e rang, qui est Carole Desjardins, qui est une amie de longue date, et avec qui on travaille depuis Bête pas bête. Donc, elle nous connaît bien, elle connaît notre écriture, notre imaginaire. Ça, c'est Mathilus. Je trouve que c'est une belle photo qui montre notre complicité. Vous êtes tellement beaux ensemble, là, c'est fou. Parlez-moi donc de votre histoire d'amour avec Pierre. Il faut en parler. Bien, écoutez, ça a été progressif parce qu'au départ, on était tous les deux en couple, on avait des familles et tout ça, ça allait très bien. Ça a commencé par une grande amitié. Puis, cette découverte-là des intérêts communs. Puis, avec le temps, bien, c'est sûr que ça s'est transformé en autre chose. Puis là, bien, on est ensemble depuis 98. Donc, ça fait quoi, 24 ans? 24, oui, c'est ça. Ah, wow. Et ça se dément pas. On a autant de plaisir à travailler ensemble qu'à voyager ensemble. La complicité, c'est jamais démenti. Puis vos enfants l'ont aimé dès le départ, puis on a toujours, les siens. Bien, on a toujours gardé c'est la première fois qu'on habite ensemble, là, cette année, depuis la maison à Petite-Rivière. Comme on avait 5 enfants à 2, on a toujours, puis quand on a commencé à sortir ensemble, ils étaient presque tous ados, on n'a pas eu le courage de la famille reconstituée, je vous dirais. On a choisi de garder nos familles séparées. Okay. Puis ça a bien marché pour nous. On a élevé nos enfants. Nos enfants, on les connaît, puis on s'aime, puis on a fait des choses en commun. Mais on a quand même chacun gardé nos familles. Oui. Ils n'ont pas tous cohabité ensemble. Non. Il n'y a pas eu les on chicanes. On n'a pas imposé ça. Puis on ne s'est pas imposé ça à nous non plus. Puis le fait qu'on travaillait ensemble tous les jours, on se voyait beaucoup pareil, puis on se gardait des moments à nous, puis on allait en voyage ensemble. Fait que ça... Pour nous, ça a marché, cet arrangement-là. Ça semble avoir très bien marché. Ça a très bien marché. Fait que là, on vit ensemble depuis l'an dernier. Là, ça va bien aussi, la cohabitation? Je suis plus capable. Ça va très bien.
Faites chambre à part. Ah, une chance, la maison est grande. Non, ça va vraiment bien. Chacun votre étage. C'est ça. Ah, que vous êtes drôle. Puis là, si on revenait à la carrière. Oui. On passe d'un... C'est pas grave. Donc, vous avez écrit les téléséries dont vous avez parlé. Oui. Mais vous avez aussi fait vous avez fait aussi autre chose. Vous avez écrit un livre, vous avez... Durant les Olympiques, vous avez on a fait des séries documentaires. Ben, Bête pas bête, c'était déjà pas mal du documentaire. Ah, ça, c'est extraordinaire. On écrivait donc Bête pas bête. À l'époque, à Radio-Canada, comment s'appelait la directrice générale Michel? Merde, enfin. Puis là, on apprend que les Olympiques vont être en Australie. Fait que là, on se dit, mon Dieu, il y a donc bien des beaux animaux en Australie. Ça serait donc bien plaisant d'aller tourner là pour les Olympiques. On est à la cafétéria de Radio-Canada. Je rencontre Madame Michel, dont j'oublie le nom de famille, passe à côté de nous. Puis là, elle aimait beaucoup Bête pas bête. Elle nous aimait bien. Elle arrête pour jaser, puis tout ça. Puis moi, je dis, Madame Fortin, Michel Fortin. Madame Fortin, les Olympiques sont à Sydney. Radio-Canada, ils envoient tout le monde faire des reportages. Pourquoi pas nous? On pourrait faire 15 documentaires, un par jour d'Olympique, puis une émission spéciale. Puis elle me dit, ben oui, c'est une bonne idée. Écris-moi un projet. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le projet était écrit le lendemain matin sur son bureau. Ça s'appelait Les Olympiques et ça a fonctionné. Fait que ça nous a permis d'aller tourner 1 mois en Australie. Ça a été extraordinaire. On a fait une émission spéciale d'1 heure et 15 courts documentaires qui ont été diffusés 1 par jour d'Olympique. Puis on a refait l'expérience pour les Jeux de Salt Lake City en 2002, en Utah. Okay. Fait que ça a été... Donc, vous avez fait 2 fois les Olympiques. 2 fois les Olympiques, oui. Faut admettre que l'Australie devait être un peu plus exotique. C'est étonnant. C'est étonnant. Utah, avec les Mormons, j'ai eu un gros choc culturel en Utah. Pas d'alcool, d'abord, c'est vraiment très difficile. Mais il y a des moyens de s'arranger. Vous pouvez compter sur Pierre pour trouver tous les moyens. Si jamais vous allez en Utah, demandez à Pierre comment trouver de l'alcool. Puis Oui, on a réussi. Il y a le flair. Ah oui, on s'est arrangé. Mais c'est vrai que l'Utah était très déstabilisant parce qu'il a fallu qu'on travaille avec une équipe locale la première semaine, donc des Mormons. Et puis, ils croient vraiment à ça, leur affaire, eux autres. Là. Et fait que c'est un peu... Puis, la polygamie, puis non, c'est... Choc culturel. Choc culturel presque pire qu'en Australie, parce que les Australiens nous ressemblent beaucoup. C'était aussi une colonie britannique, à peu près de la même époque qu'ici. Fait qu'au niveau de l'humour, au niveau, tu sais, c'est bon vivant, c'est facile. Fait que c'était avec les gens, c'était bien. En Australie, ce qui était étonnant, c'est le nombre d'affaires venimeux, vénéneux, toxiques, tu touches à rien. C'est les pires serpents, c'est les pires araignées, certaines plantes, certaines lianes. Tu sais, ici, bien malchanceux, tu tombes sur un ours. Tu le vois venir de loin. C'est ça, tu tombes sur un ours, puis bon. Mais là-bas, tout est dangereux. Les fourmis te sautent dessus pour te piquer. C'est vraiment, on n'est pas habitué à avoir un environnement aussi hostile. Ça, c'était particulier. Oui. Pour quelqu'un qui aime les animaux, ça devait... Ah, mais ça a été formidable. C'était le rêve. Ça a été incroyable. Les oiseaux, la grande barrière de corail pour les poissons, puis les mammifères, les marsupiaux, ça n'avait pas d'allure. Je pense qu'il est important aussi d'amener un autre sujet. Allez-y donc. Bien, vous avez été présidente... Oui, la Sartec, c'est vrai. C'est ça, pour la protection des droits d'auteur. Ben, en fait, c'est pour la protection des auteurs. La Sartec, c'est comme le syndicat qui représente les auteurs en radio, télévision et cinéma. L'acronyme, c'est Société des auteurs en radio, télévision et cinéma. Fait que c'est assez facile. J'ai été 18 ans sur le conseil d'administration, dont 6 ans comme présidente. Puis ça a été d'abord très enrichissant parce que tu apprends beaucoup. Mais ça a été aussi très captivant. Je suis allée au CRTC pour défendre justement le droit d'auteur, les politiques culturelles. Durant les 11 ans du gouvernement conservateur, disons qu'on avait de l'ouvrage là, sous Harper pour aller... Puis la place du Québec, la place de la culture francophone au Canada, le financement de la culture francophone au Canada. Donc, oui, ça a été des beaux combats avec des gens très, très allumés, très intéressants. C'est sûr, bien... Tu sais, quand tu écris pour de la télé francophone dans une mer anglophone comme ici, puis que la compétition, c'est Netflix avec des séries à je ne sais pas combien de millions l'heure, c'est certain que ça nous préoccupe, puis...
Est-ce que vous avez l'impression que votre engagement a valu la peine, que les droits se sont améliorés pour... Bien, il y a eu des améliorations continues, puis, ou à tout le moins garder certains acquis. Il y a eu certaines améliorations aussi de la couverture en assurance invalidité. Ça c'est pas des sujets sexy, mais quand tu es pigiste, c'est super important. C'est très important. Ben oui. Alors, s'assurer que tout le le monde avait quand même un filet de sécurité. Une assurance, une retraite. C'est ça, oui, voilà, le régime de retraite, etc. Fait que, en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. Puis comme j'ai eu des amis, puis le directeur général, Yves Légaré, était extraordinaire. C'était une personne formidable à connaître. Et les gens des autres associations, parce que souvent, on menait des luttes avec l'Association des réalisateurs, l'Union des artistes, les techniciens. C'est tout le même combat. Ben oui, c'est ça. Donc, la culture, c'est important. Puis c'est souvent mal jugé. On dit c'est des subventions. Dans d'autres milieux, c'est de l'investissement, mais pour les artistes, c'est des subventions. Alors qu'on génère, à l'époque, c'était pour chaque dollar investi par le gouvernement, le domaine culturel générait 1,41 $. On rapporte. C'est vraiment un investissement aussi en culture. Tout à fait. Et c'est souvent pas perçu comme ça. Et là, partez-moi pas. Parce que... Oui. On en parlera une autre fois. Oui, c'est ça. Alors, je trouvais ça important. J'ai trouvé ça très, très valorisant. Je suis très contente de l'avoir fait. Et encore là, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Plein d'affaires. Il y a une association qui s'appelle parce que je veux le dire, je ne le dirai pas, mais c'est l'IAWG, c'est l'International Affiliation of Writers Guild. C'est comme une super structure des associations d'auteurs, mais anglophones, de scénaristes anglophones. C'est les Américains qui avaient parti ça parce que les scénaristes, ces syndiqués, ils peuvent faire des grèves. Et pour éviter qu'il y ait des briseurs de grève, que, par exemple, les majors ou les compagnies de production fassent écrire les séries par des auteurs britanniques ou australiens, qui pourraient très bien le faire, ils ont formé ça, qui est un genre de super syndicat d'auteurs, principalement anglophones. Mais comme la Writers Guild of Canada, la guilde des auteurs canadiens anglais, était membre, la SARTEC a été invitée aussi, mais on était une des seules guildes francophones. Puis après ça, parce qu'on était là, on a ouvert ça aux Français, aux Israéliens et par la suite aux Allemands, mais c'était principalement des guildes anglophones. Puis à un moment donné, la chicane a pris entre les Américains et les Australiens. Puis là, ils cherchaient un nouveau président, ils voulaient quelqu'un de neutre. Alors, j'ai été pendant 2 ans présidente de l'association, l'affiliation internationale des guildes d'auteurs. C'est capoté. C'était formidable. Je parle anglais, mais avec les accents de Nouvelle-Zélande, du Pays de Galles, de l'Écosse, les conférences téléphoniques, là, j'avais la tête grosse comme ça quand je sortais de là, mais ça a été, ça aussi, une expérience extraordinaire, c'est vraiment. C'est gros. Oui. Là, on va prendre une petite pause. Bien sûr. On va aller voir l'œuvre que vous avez choisi de nous présenter. Puis on revient après. Eh bien, là, je ne suis pas surprise. Ah bon, bien là, au moins. Mais vous allez voir, tout est dans tout, parce que je vous parlais tantôt de la chicane entre les Australiens et les Américains. Et c'était à cause des tournages du Seigneur des Anneaux. J'ai même pas fait exprès pour faire un lien, là, mais c'est parce qu'en tout cas, il y avait des redevances qui n'avaient pas été payées à un et à l'autre, comme ça avait été tourné en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, là, finalement, c'est grâce au Seigneur des Anneaux que j'ai été présidente de l'affiliation. Pourquoi c'est votre roman préféré? Bien, pourquoi? C'est le fantastique. D'abord, la qualité d'écriture, on s'entend. Il y en a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit du fantasy puis de la science-fiction, mais Tolkien, il est imparable et imbattable, et c'est un poète en même temps. Il a inventé une langue, l'elfique, des runes, une écriture. Son univers se tient, c'est rond, c'est formidable. Je suis tombée là-dedans, là. Comme quelqu'un dans le désert qui tombe dans un oasis, c'est... Oui, c'est tombé dans votre vie vers quel âge? À l'université, j'ai failli couler ma 2e année. C'était mon copain de l'époque qui lui-même était un fan, qui me les a prêtés. Puis là, je pense que j'ai disparu pendant les mois que ça m'a pris pour lire les 3 tomes. J'ai adoré ça. Donc, vous l'avez lu plusieurs fois, si je comprends bien. Je l'ai lu 8 fois au moins. Puis, sincèrement, il fallait que je me force pour attendre. Je le commençais en septembre. Puis, j'étais fébrile là, avant. Là. Rendu au mois d'août, j'avais hâte que septembre arrive pour me donner la permission de le relire une autre fois. Quand je suis allée en Angleterre, je suis allée à Oxford parce que Tolkien enseignait à l'université, au pub où il écrivait. Là.
J'étais tellement groupie. Je pense que si j'avais pu lécher le mur du pub, je l'aurais fait. Là, j'ai fait honte à Pierre. Vraiment, j'ai adoré cet univers-là. Si vous avez cet univers-là de fantastique, est-ce que vous avez déjà pensé à écrire vous-même? Non. Je ne sais pas si j'aurais ce qu'il faut pour ça. Je l'apprécie énormément. J'adore me perdre dans des univers complexes puis bien construits comme ça. Puis c'est quand même rare, c'est quand même difficile à atteindre. Puis après Tolkien, c'est dur de ne pas être déçu avec les autres univers. Mon plus vieux écrit très bien, puis il a écrit du fantasy un peu que je lisais et que je corrigeais. Là. Il n'a jamais publié. Mais moi, non, j'ai jamais osé essayer. Est-ce qu'il vous arrive des fois de ne pas être fier de ce que vous avez écrit? Non, parce que j'ai le temps, je ne remets pas des choses dont je ne suis pas contente. Là. Je suis assez exigeante envers moi-même. Là. C'est sûr que des fois, tu es plus inspirée, puis il y a des épisodes où tu te dis « Oh, wow, là, vraiment! Oui. » Mais non, on travaille fort, mais non, j'endosse et j'assume tout ce que j'ai écrit. Là. Je ne remettrai pas quelque chose dont je ne suis pas contente. OK. Puis est-ce qu'il vous arrive de, quand vous voyez le résultat à la télévision, mettons, de faire « Ah non, c'est pas ça que je voulais qu'il en non, dégage. Parce on peut intervenir beaucoup avant la diffusion. Nous autres, on reçoit tous les rushs de tournage, c'est-à-dire tout ce que l'équipe va tourner aujourd'hui, par exemple, je vais le recevoir demain. Fait que je vois toutes les scènes qui sont tournées, il en tourne une dizaine, 10, 12 par jour, 12 c'est beaucoup, là, une dizaine par jour. Puis je vois tout ça. Si jamais, à ce moment-là, je voyais un problème ou quelque chose que non, c'est pas ça, je peux toujours intervenir. Puis au pire aller, il pourrait retourner la scène. Mais honnêtement, là, ça fait 4 ans, 5e rang, je pense que c'est arrivé 2 fois. Donc, vous êtes en train de me dire que les scénaristes, les auteurs, vous êtes quand même assez respectés. Là. On vous demande votre opinion. Vous ne remettez pas ça dans les mains... Bien, c'est un travail d'équipe, c'est sûr. Puis tu as l'ajout créatif de tout le monde. Puis il faut laisser la place aux autres. Mais en télévision, c'est certain que le maître d'œuvre, au départ, c'est nous. Puis d'autant plus que c'est une série policière. Si on met même une phrase qui a l'air anodine, nous, on le sait que c'est un indice dont on va se servir plus tard. Fait que c'est important que ce soit respecté. Ouais. Mais on a des très bonnes réalisatrices et réalisateurs qui connaissent notre univers, qui comprennent notre humour aussi, ils mettent les bonnes choses en valeur aux bonnes places. Là. Donc, travailler avec une belle équipe. On travaille avec une équipe très, très, très talentueuse. Là, j'aurais envie qu'on apprenne à vous connaître, vous, un petit peu plus. Allez-y. Je ferais peut-être une petite rafale de personnalité, voir si vous êtes ça ou non. Est-ce que vous êtes une femme sensible? Ah ben oui. Une romantique? À ma façon. Une joueuse de tour? Non. Non? Je ne joue pas de tour. Une bonne cuisinière? Oui. J'adore cuisiner. Les desserts surtout, mais à peu près tout. Je suis bonne dans les sauces aussi. Le problème, c'est que je cuisine pas de recettes. Fait que si vous trouvez ça bon, tant mieux pour vous, mais la prochaine fois, ça ne goûtera pas pareil. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime recevoir? Oui, j'adore recevoir. Toujours de la visite. Est-ce que vous êtes une musicienne, une chanteuse, une danseuse? Je ne joue pas d'instrument. Je suis à mon grand désespoir, mais non. Mais oui, j'adore chanter. Je chante juste, mais j'ai pas une grosse voix. Mais karaoké all the way. Karaoké jusqu'à la mort. Vous devez être belle sur une scène de karaoké. Est-ce que vous êtes une mélancolique? Non. Une femme de confiance? On peut me faire confiance? Ouais. Est-ce qu'on peut vous faire confiance en temps de parole? Je respecte ma parole, puis je fais facilement confiance aussi. Puis je suis rarement déçue, je vous dirais. Est-ce que vous êtes ordonnée? Ça dépend pourquoi. J'ai pas le talent d'avoir des... Tu sais, tu ouvres le garde-robe puis c'est classé par ordre alphabétique, non. Mais dans certaines choses, oui. Tu sais, je suis ordonnée dans mes priorités, dans faire les choses dans le bon ordre puis pour que ça marche. Ça, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes croyante? Non, pas du tout. Je suis plus athée que moi. Je sais pas c'est quoi, mais non. Puis, est-ce que vous diriez féministe? Oh, tout à fait. Pas ne pas être féministe, je pense pas, là. Je pense un peu. Je suis féministe et humaniste, je vous dirais. Je suis pour l'avancement de tout le monde dans l'humanité à égalité. Bien, d'accord. J'aimerais savoir le plus grand défi que vous avez relevé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à atteindre? Il y en a eu plusieurs. C'est souvent des défis... je suis pas très sportive, honnêtement. J'aime ça aller dehors, j'aime ça prendre l'air, faire... Mais tu sais, je suis pas quelqu'un là, qui va vomir pour monter le Kilimanjaro, pas pantoute. Mais des fois, par amour, tu fais des choses. Alors, j'ai monté 5 fois le Mont Albert pour suivre mon grand escogriffe. Là, ça, la première fois, là,
Mon corps m'en a voulu. Il s'est beaucoup demandé pourquoi je faisais ça. Et puis là, comme maintenant j'habite au bord du fleuve, j'ai commencé le kayak de mer. Puis j'ai suivi... Ça a été un gros défi. J'ai suivi la formation kayak de mer 1. Là, Oui? Ouais. Fait que c'est ça. Moi, ce que je trouve très difficile, c'est les défis physiques, honnêtement. Mais je vais le faire, tu sais, je vais me forcer. Oui. Mais je suis pas très bonne dans ça. Je peux comprendre. Votre plus grande fierté, qu'est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir réalisé? Bien, ça va être convenu, je vous dirais, mais c'est ma famille, bien sûr, les enfants, puis mon chum, mon mari actuel, mais mes relations humaines, je vous dirais. Ouais. J'ai une belle gang, je fais attention à ma gang, puis ma gang fait attention à moi. Puis pour moi, c'est primordial, vraiment. Ouais. Ça, c'est ma grande fierté. Puis des fois, je m'en suis rendu compte d'une façon assez... On n'en a pas parlé, mais j'ai eu un gros accident de santé. Je me suis fait briser les 2 artères du cou il y a longtemps. Puis en tout cas, j'ai été aux soins intensifs longtemps. Dans la voiture? Non, c'était un accident de chiropratie, je vous dirais. Alors, voilà, n'allez pas chez le chiro. Mais j'ai été 7 jours aux soins intensifs. Ça a été... J'aurais pu mourir. Et quand je suis revenue de là, la première affaire, quand j'ai été capable de tenir debout, que j'ai faite, c'est de la soupe pour mes enfants. Et j'ai réalisé que le reste, tu sais, j'avais pas pu écrire pendant un grand moment, j'avais pas pu faire rien. Mais ce qui m'a le plus manqué, c'est ça. Alors oui, pour moi, c'est vraiment le centre et le pilier de ma vie, les relations humaines et la famille, bien sûr. Maintenant, si je vous demandais votre plus grande déception, qu'est-ce que vous feriez complètement différemment? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? J'ai pensé à ça parce que vous m'aviez préparé un peu, puis ça, encore là, il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment, puis en même temps, non, parce que je ne serais pas où je suis maintenant, si je n'avais pas fait les erreurs que j'ai faites. Fait que je ne peux pas renier rien que j'ai fait, Je ne regrette pas mon mariage avec Gérald, même si ça s'est terminé par un divorce. Je ne peux pas regretter ça. Il y a les enfants, puis on s'est aimés beaucoup, puis il est encore important dans ma vie. Fait que, ça, c'est à peu près le plus gros échec pour moi. En tout cas, tu rêves d'une famille idéale, puis parfaite, puis tu ne veux pas imposer ça à tes enfants, un divorce, mais en même temps, ça m'a amené à autre chose. C'est ça. Puis on l'a réussi, notre bataille de divorce. Ça réussit un divorce. Fait que j'essayais de voir, puis pour le reste... j'ai étudié en médecine vétérinaire, puis là, je ne travaille plus là-dedans, mais c'est pas perdu. Ça m'a amené à Bête pas bête, ça m'a amené à des connaissances scientifiques, une rigueur aussi qui me sert, même dans l'écriture, Fait que j'en ai pas de regrets. C'est beau, ça, pour avoir de regrets! Puis est-ce qu'il vous reste un rêve, là, quelque chose là, que vous êtes en train de travailler dessus ou que vous espérez pouvoir un jour faire? Bien là, j'ai des rêves de femmes de mon âge, je vous dirais. Là, j'aime beaucoup ça écrire, mais j'ai hâte de travailler moins. La date de tomber aux 2 semaines est dure. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Je rêve d'un jardin. J'ai ma belle maison, j'ai un grand, grand terrain. On a commencé avec l'aide justement de la pépinière à Baie-Saint-Paul, oui, c'est ça, de l'aménager. Puis je me verrais bien... avoir un jardin de plus en plus beau avec une phase 1 et 2 et 3. Pierre est déjà découragé, là. Mais j'aimerais avoir un bien beau jardin. Des projets de grandeur. Oui, c'est ça, mon petit Versailles à la petite rivière. C'est un super de beau rêve. Puis on va terminer l'émission avec la question que je pose à tout le monde. Est-ce que la vie vous a appris quelque chose? Est-ce qu'il y a un message qui en ressort là, que vous aimeriez partager, là, une petite sagesse qui vient de tout ça? Ah, écoutez, c'est de se faire confiance. Honnêtement, on parlait de confiance tantôt. Pour moi, j'ai pas l'impression que tu peux avancer beaucoup si tu te méfies de tout. Si tu as peur de tout. Il faut prendre des risques, puis des fois, tu vas prendre une claque, mais on se relève. Tu sais, si tu as confiance, tu vas continuer à avancer. Alors, je pense que c'est ça, avoir confiance en soi, puis aux autres aussi. Tu es rarement déçu par les humains. C'est vrai. Hey, merci! Bien, merci beaucoup! C'était formidable, je suis super contente. Merci beaucoup. Mais le héros s'en déprenait, autant par justesse que justice. Et le scénario continuait, et la chanson et la réglisse qui nous coulait dans nos mains sales, la morvonnée, la bouche ouverte. Il n'y avait plus de salle paroissiale, l'univers était qu'on allait.